Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue. Alors bienvenue pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que cette semaine a été assez riche en termes de matchs de l'AS Monaco et personnellement j'ai eu beaucoup de mal à faire des vidéos normales parce que sans rentrer dans la vie privée, je suis dans des travaux de maison. Et c'est un petit peu compliqué de tourner tard et de travailler tard parce qu'on est claqué et puis que voilà, c'est compliqué d'enchaîner le travail, les travaux dans la maison, la vidéo, et etc., etc. En plus, le match de mardi s'est fini assez tard, donc c'était compliqué pour moi de faire une vidéo du match de Coupe de la Ligue. Mais le match, je l'ai vu. Et hier soir, j'ai pas pu voir le match en direct parce que voilà, c'est les fêtes de Noël qui approchent, il commence à y avoir des réunions de famille, tout ça, donc c'est un petit peu compliqué de s'absenter des fêtes de fin d'année pour regarder des matchs, donc on se débrouille comme on peut. Mais ça y est, j'ai vu les deux matchs, j'ai vu le match de mardi, j'ai vu le match d'hier, et je vais pouvoir faire une petite vidéo un peu particulière, où je vais essayer de faire un petit peu un bilan des deux matchs. Alors ça tombe bien, c'était la même équipe qu'on a joué, hein, c'était Lille. Et donc je vais faire un petit bilan rapide, et puis je vais aussi faire un petit peu un bilan des matchs, un bilan de la mi-saison, et voir un petit peu ce qui nous attend l'année prochaine, et surtout qu'est-ce qu'on attend nous pour les semaines à venir, voire les jours qui viennent, parce que l'actualité a l'air d'être assez chaude. Voilà, donc on va résumer un petit peu les deux matchs de cette semaine, et puis on va parler un petit peu de l'avenir. Alors, vous comprenez bien que je ne vais pas faire un long débrief du match de mardi de Coupe de la Ligue. En plus, vu le résultat et vu la prestation, ça n'aurait aucun intérêt et j'ai aucune envie de rentrer dans les détails. Mais par contre, on peut parler rapidement de ce que Jardim a mis en place, de la prestation qu'on a fait et surtout de l'élimination parce qu'on a été éliminé finalement très très vite de cette Coupe de la Ligue face à une équipe du LOSC qui n'était pas forcément meilleure que nous, mais qui nous a montré mardi que quand on met du rythme et de l'envie, c'est assez facile de battre une équipe qui, elle, pour le coup, n'en a pas. Du rythme et de l'envie. Donc la composition de mardi, c'était un petit peu attendu. On avait Jardim qui avait plutôt modifié ses plans dans la composition, dans l'effectif. Il avait décidé de faire tourner. Et le plus important, je pense, c'est de voir un petit peu le système tactique, parce que vous vous êtes aperçu que ces derniers temps, on avait quand même bien intégré le 3-5-2, et puis que ces derniers matchs, Jardim avait un petit peu changé. D'ailleurs, j'ai dit des bêtises dans des débriefs précédents, c'est-à-dire que j'avais parlé d'un 3-5-2, alors qu'on n'était plus du tout en 3-5-2, on était plus dans une forme de 4-3-3, enfin, là, l'essence même du changement, c'était le retour à 4 défenseurs. Et mardi, il a refait la même chose. Il est repassé en 4-3-3, avec, je peux rappeler l'équipe rapidement, l'entrée de Subasic, Ballo-Touré à gauche, Aguilar à droite, c'était Maripane et Badiachil qui étaient dans l'axe, et on avait un milieu à 3 avec Fabregas, Bakayoko, Golovin, et la fameuse attaque à 3 qui a l'air de remettre une petite nouveauté dans l'équipe et dans la tactique actuellement, qui était Keita Baldé, Slimani et Augustin. Donc voilà, il avait bien fait tourner, et puis on était censé avoir des joueurs frais, et puis on était censé battre Lille, parce que la Coupe de la Ligue, c'est un objectif important, et on ne peut pas se permettre de laisser ces compétitions et de les bâcler. Manque de bol, c'est ce qu'on a fait. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du match. Moi, j'ai vu un match assez pitoyable. J'ai vu des prestations individuelles compliquées. J'ai vu des joueurs qui n'avançaient pas. J'ai vu un Lille qui, à chaque fois, accélérait, mettait un peu de rythme et plantait une banderie offensive, nous claquait des buts. Et donc, on a retrouvé tout le Monaco qu'on n'aimait pas, tout le Monaco qui pose problème cette année, et tout le Monaco de Leonardo Jardim qui, quand il doit être présent, ne l'est pas. D'un point de vue football, on a vu le vide intersidéral, et donc on a vu des joueurs complètement à côté de la plaque. On a vu des Maripane nuls, on a vu Badiachil faire des erreurs, on a vu Fabregas qui n'avance plus, on a vu Augustin qui était nul, on a vu Slimani qui faisait n'importe quoi. On a vu, on a vu on a même vu un Subasic refaire une boulette. Enfin bref, on a eu toute la panoplie du Monaco catastrophique qu'on a depuis quelques temps et qui montre bien que c'est vraiment un Monaco en dents de scie qu'on a actuellement sous Jardim, et donc ça pose plein de problématiques
qui fait qu'aujourd'hui, Jardim est bien remis en question. Et je peux vous dire que ça, c'est l'actualité du moment. Donc voilà, donc on est éliminé de la Coupe de la Ligue, c'est un objectif important. Je pense que la direction monégasque n'a absolument pas apprécié l'élimination, la défaite, le fait de prendre 3 buts, de ne pas en marquer. Et je pense que c'est ce qui a déclenché la recherche d'un nouvel entraîneur, parce qu'à l'heure actuelle, nous cherchons un nouvel entraîneur et je pense que Jardim ne sera plus là en 2020. Voilà, donc un début de semaine catastrophique, avec une élimination, une prestation pitoyable et des joueurs complètement à côté de la plaque. Voilà, en gros, pour résumer la piètre prestation de mardi soir en Coupe de la Ligue. Bien, alors tout ça nous amène à ce week-end. Ce week-end qui était un match du coup très très important, même si on a vu qu'entre le match de mardi et samedi après-midi, on a eu toute une campagne de Jardim out, c'est-à-dire que les supporters et moi-même, on a repris de plus belle le slogan qui fonctionne plutôt bien, parce que la direction a l'air de l'entendre maintenant. Voilà, Jardim est redevenu le centre nerveux de tous les problèmes de Monaco actuels et passés. Donc en fait, voilà, Jardim a été remis à la sauce dans tous les journaux et on apprend que Jardim est de plus en plus en danger, de plus en plus menacé, parce que cette défaite en Coupe de la Ligue, qui était un objectif, a été complètement ratée. Et je pense que les dirigeants commencent à en avoir marre de ce classement qui n'est pas bon, de cette élimination en Coupe nationale qui n'est pas bonne, et qui du coup fait réduire les objectifs au fur et à mesure. Et on sait que les premiers fusibles à faire sauter dans un club qui merde, c'est l'entraîneur. Mais le problème, c'est que nous, l'entraîneur pose problème depuis quand même 2 ans, voire plus, et qu'il est toujours là, et que ça n'évolue pas, ça n'évolue plus. Et de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, voilà, on sait qu'il y a plein de problèmes à l'intérieur du club, et que Jardim est visiblement un fusible à faire sauter. Voilà, donc avant le match, tous les problèmes étaient focalisés sur l'entraîneur. Et du coup, on savait que s'il y avait une défaite contre Lille à nouveau, Jardim sauterait. Et puis, si on faisait un bon résultat, on pense que ça ne changerait rien. Voilà, je pense que on va pas tourner au dur du pot. On a gagné hier, on a cartonné Lille, on a fait 5-1, on a mis beaucoup de buts, on a fait ce qu'il fallait faire pour stopper l'hémorragie au classement. On a fait un petit bond au classement, donc on n'est pas trop mal. Mais la problématique est toujours là. C'est-à-dire que Jardim risque de sauter dans quelques jours. Et c'est pas la victoire d'hier qui va changer quelque chose. Donc là, on va pas parler de Jardim, on va se concentrer un petit peu sur le match d'hier. Et donc, comme je disais tout à l'heure, en Coupe de la Ligue, le système avait encore un petit peu changé, les joueurs avaient un petit peu changé. Et contre Lille hier, rebelote, ça a encore changé. C'est-à-dire que le 3-5-2, enfin, Jardim avait commencé avec le 4-4-2. Il a changé pour le 3-5-2. Le 3-5-2 s'est installé. Il a commencé à rechanger ses derniers matchs dans une forme de 4-3-3. Et hier, il avait encore tout changé. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé encore avec un nouveau système. Et là, pour le coup, c'était une sorte de 3-4-3 avec une attaque toujours composée de 3 joueurs. C'est-à-dire que le duo Slimani-Ben Yedder, qui est un petit peu plus en dessous en ce moment, a disparu. On se retrouve avec une attaque à 3 qui doit faciliter certains joueurs comme Gelson, je pense. Et du coup, la défense à 3 ne bougeait pas. Et c'est le milieu de terrain qui avait un petit peu été qui a été modifié avec un élément en moins. Donc c'était Adrien Silva. Adrien Silva qui d'ailleurs avait fait de tristes performances ces derniers temps. Alors on a appris qu'il avait un petit souci de santé. Paralysie faciale, je ne sais pas quoi, donc il paraît que c'est pas très dangereux, c'est pas très grave, mais je pense qu'il ne devait pas être bien ces derniers temps et ses prestations s'en ressentaient. Donc milieu à 2 ce soir, donc la compo je l'ai sous les yeux, donc il y avait Lecomte dans les buts. La défense c'était les classiques, Badiachil n'est plus là, et Maripane, Glick et Jemerson reprenaient cette défense à 3. Donc sur les côtés on retrouvait ses copains, Gilles Dias à gauche et Gelson Martins plus haut, et là pour le coup c'était Aguilar qui était rentré en piston droit comme il avait l'habitude de le faire à Montpellier. Au milieu de terrain donc ils étaient à 2 avec Bakayoko et Golovin, et l'attaque donc c'était Ben Yedder devant, normal, Gelson à droite, normal,
et Slimani était sorti, c'était Keita Baldé qui rentrait, qui était titulaire. Donc hier, on a vu un match, c'est pareil, je vais faire vite. J'ai lu sur les réseaux que c'était un match flamboyant. J'ai vu le match. Je n'ai pas trouvé que la prestation monégasque était extraordinaire. Alors oui, il y a eu beaucoup de buts. Il y a eu beaucoup de buts et c'est très bien. On le sait que Monaco a une attaque de feu depuis le début de saison. C'est sa défense qui pose problème. Et on a marqué beaucoup de buts. Mais dans le match, j'ai trouvé que c'était finalement un match assez serré. Lille a fait n'importe quoi derrière, certes, mais au milieu de terrain, devant, je ne nous ai pas trouvé extrêmement dominant dans le jeu. Je disais tout à l'heure que le jeu sous l'ère Jardim est assez compliqué. Et même le match d'hier, ça a été ça. J'ai pas trouvé des Monégasques flamboyants, si ce n'est par le score. Mais dans le jeu, dans le fond de jeu, j'ai trouvé que c'était un petit peu serré et voire un peu stérile parfois dans la construction, dans les phases de jeu et dans un aspect défensif qui pose encore problème, on va pas se mentir. Donc voilà, dès le début du match, on prend un but, voilà, assez classique, c'est-à-dire qu'au début du match, c'est assez équilibré, assez serré, mais sur la première erreur défensive, on prend un but. Osimhen qui va nous planter un but dans les premières minutes, et on se dit, ça y est, rebelote, on recommence, on va refaire n'importe quoi, on va prendre des buts, on va pas en marquer assez, on va perdre, et Jardim va sauter. En gros, c'est ce qui se passe en début de match. Et puis très très vite, on va voir qu'on a eu beaucoup de réussite, des phases de jeu assez intéressantes, notamment de la part d'Aguilar qui a beaucoup centré. Et dans ces centres, il a trouvé pas mal d'attaquants, parce que Keita Baldé était assez virevoltant, Ben Yedder aussi, et Gelson était plus à l'aise sur son côté droit puisqu'il n'avait plus besoin de défendre. Et donc du coup, très très vite, en fait, Lille a fait une erreur, nous a offert un but, Ben Yedder qui part au but, qui la donne à Gelson qui marque, donc on égalise finalement un petit peu dans la foulée, et grâce à un centre d'Aguilar, on va voir que Keita Baldé met une super tête sous la barre, et on mène de 1, et c'est fantastique, parce qu'on a réussi à retourner le score, ce qu'on avait du mal à faire dans ces derniers temps. Donc dans le jeu, on n'est pas extraordinaire, mais on mène au score, et à la mi-temps, on se retrouve plutôt bien, à ce niveau-là. Les conditions météo étaient catastrophiques, c'était très 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 dur de jouer au football, il y a peut-être de ça aussi, mais on va voir que la deuxième mi-temps a finalement réussi à détendre l'atmosphère et le score, parce qu'on a réussi à mettre un troisième but dans cette deuxième mi-temps, et à 3-1, on a vu que les Lillois étaient complètement la tête sous l'eau, c'est le cas de le dire. Et en plus, peut-être qu'ils avaient mis un peu trop d'énergie en Coupe de la Ligue mardi, ils en ont laissé un petit peu, et nous, comme on avait fait pas mal tourner, les remplaçants ont sûrement fait la différence hier soir. Donc dans le résultat, on a mené 3-1, 4-1, doublé de Ben Yedder, Glick qui met un but dans les arrêts de jeu sur un super coup franc d'Adrien Silva. Donc vous voyez, tous les feux étaient au vert pour qu'offensivement ça rentre, et le score est extrêmement flatteur, puisque Monaco explose Lille 5-1, et on finit la mi-saison avant la trêve hivernale, on finit très très bien, et on se retrouve au classement avec un classement plutôt flatteur. Même si on est à 10 points de l'OM, on est quand même pas loin de la 3e place, et on est 7e, avec un match en retard certes, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Mais on finit bien, voilà. Donc le paradoxe, c'est que on commence mal la semaine, on la finit bien, et on ne sait plus du tout sur quel pied danser par rapport à Jardim, puisque je rappelle que Jardim, c'est le centre névralgique de tous les problèmes de l'AS Monaco actuellement. Voilà, donc on est bien embêté pour savoir ce qui va se passer dans les jours qui viennent, même si j'ai ma petite idée, et même si les médias, les réseaux sociaux penchent plus pour un remplacement d'entraîneur très très vite. Alors tout ça pour dire que la semaine est assez symbolique de ce qui se passe à Monaco actuellement, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et il y a des bas, il y a une attaque de feu, il y a une défense de merde, on n'arrête pas de cultiver les paradoxes, et on a une forme de schizophrénie sportive actuellement à Monaco. Ça a déjà été le cas dans les années passées, mais cette année c'est assez fort, assez puissant, puisque au classement finalement on n'est pas trop mal, dans le jeu on n'a rien, on voit rien, Jardim est complètement à côté de la plaque sur pas mal de choses, il n'arrive pas à régler les problèmes défensifs, il n'arrive pas à régler les problèmes dans le jeu, puisque Monaco a un jeu assez pauvre,
Et puis à côté de ça, on a une attaque extraordinaire avec Ben Yedder qui est meilleur buteur du championnat. On a pris 26 buts en 18 matchs, c'est énorme. Mais on en a mis 31, ce qui est énorme aussi. Et donc du coup, ça montre bien à quel point il va y avoir des points de friction, notamment en mercato d'hiver, où il va falloir ajuster tout ça. Et avec Jardim, forcément, qui va sûrement partir et qui va devoir être remplacé par quelqu'un qui va devoir reprendre les rênes d'une équipe en absence de jeu. Voilà, tout simplement. Donc Ben Yedder, meilleur buteur, beaucoup de buts marqués, beaucoup de buts encaissés. C'est la problématique de l'AS Monaco actuellement. Et on attend maintenant les changements qui se doivent d'être faits. On a vu Petrov déclarer hier à la télévision qu'il n'était pas satisfait. Donc la direction n'est pas satisfaite par le classement, par les buts encaissés, par l'élimination en Coupe de la Ligue. Et on attend autre chose de l'AS Monaco actuellement. Donc on voit bien qu'il va y avoir des changements. Et quand on lui pose la question sur l'avenir de Jardim, motus. Donc rapidement, moi j'aimerais mettre un petit peu en lumière ce début de saison, enfin cette mi-saison, parce qu'on n'est plus en début de saison, maintenant on est à la moitié. Le bilan est assez négatif, même si on sauve les meubles sur certains aspects. Il est négatif, il n'est pas beau, il est d'un point de vue football, on ne voit pas grand-chose. Il y a très peu d'évolution, il y a même certaines régressions, donc on peut faire peut-être un petit bilan par rapport aux joueurs. Je finirai avec l'entraîneur après. Mais au niveau des joueurs, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des lignes, au niveau du gardien, rien à dire. Benjamin Lecomte est excellent et c'est une très bonne recrue. Je pense que lui, après la trêve, on va continuer avec lui. Et, voilà, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Subasic devrait faire les coupes nationales, il y en a déjà une en moins, et en plus il s'est fait expulser hier, donc il ne sera pas là en Coupe de France. Donc Benaglio va peut-être reprendre les cages, ou Seloussi, ou Lecomte, on verra bien. Donc au niveau des gardiens, pas de problème. Au niveau défensif, je pense que le noyau dur du mercato, ça va être ça. C'est-à-dire qu'on a vu qu'on a déjà embauché un jeune Serbe, je crois, Pavlovic, qui va nous rejoindre cet été. Il va finir la saison avec son club, le Partizan de Belgrade, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc on voit bien que le chantier de Petrov et de la direction monégasque, c'est la défense. Glick, Jemerson, Maripane, Badiachil, on voit que ça a été très 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 compliqué, que ça n'a pas été au niveau, ça n'a pas été en rendez-vous, ça a pris beaucoup trop de buts, et du coup on doit changer tout ça, et je pense qu'il va falloir axer sur des prêts, sur des ventes cet hiver, et peut-être prendre des joueurs un peu plus confirmés, 1, 2, j'en sais rien, peut-être qu'il y en aura 0, mais en tout cas je pense que le chantier va être la défense. S'il y a un nouvel entraîneur, est-ce qu'on restera à 3, est-ce qu'on repassera à 2 dans l'axe, je ne sais pas. En tout cas, la défense est problématique. Et dans la défense, j'intègre aussi les pistons, parce que dans le système mis en place par Jardim, on avait besoin de pistons, à droite et à gauche. À droite, on a vu que Gelson faisait le boulot offensivement, mais avait un peu de mal à le faire défensivement, ça n'est pas son poste. Tout comme Gildias, qui lui n'est pas du tout à son poste à gauche. Et là aussi, c'est un poste à travailler cet hiver. Je pense qu'il faudra aller chercher un arrière-gauche de qualité pour remonter un petit peu le niveau de tout ça. Après, ça dépendra du nouvel entraîneur, s'il y en a un, pour la mise en place d'une défense à 4, à 3 ou à 5, ou j'en sais rien, mais ça va être un vrai problème. Ballo-Touré n'est plus au niveau non plus, donc du coup on se retrouve avec personne. Georges, on va l'appeler Georges, du Brésil, peut-être devrait revenir selon Jardim, mais si Jardim n'est plus là, Georges ne reviendra pas. Et donc du coup, il y a tout ce chantier à gauche à travailler, et à droite, je pense qu'on peut encore faire le taf avec Aguilar, qui commence à se mettre en jambes et à se mettre en jeu avec Monaco actuellement. Son match d'hier en est la parfaite illustration. Voilà, donc gros chantier la défense. Au milieu de terrain, moi je penche pour l'option remplaçant à Bakayoko. Bakayoko était très 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 bon, et il va falloir un monstre derrière lui, parce qu'il ne pourra peut-être pas tenir tous les matchs jusqu'à la fin de saison. Donc je pense qu'un bon remplaçant, une bonne sentinelle, un bon numéro 2 à Bakayoko est l'objectif aussi numéro 2 du mercato d'hiver. Après on va garder peut-être Adrien Silva, Golovin fait le taf aussi. Fabregas ne sera peut-être plus là parce que lui on a l'impression qu'il est un petit peu à côté de la plaque depuis qu'il est arrivé. Voilà, Thierry Henry est parti très vite, c'était son copain. Sous l'ère Jardim, ça n'a pas été très très flamboyant.
Voilà, et l'attaque, moi pour moi, il n'y a rien à changer. Hein. Ben Yedder, Slimani, Keita Baldé, j'aimerais bien qu'il reste. Augustin, j'aime pas trop parce que je le trouve assez faiblard. Mais je pense qu'au niveau attaque, il n'y a peut-être pas besoin d'aller chercher qui que ce soit. Donc voilà, donc le bilan pour moi, là, au niveau des joueurs, au mercato d'hiver, ça serait un arrière gauche, un défenseur central, voire deux, et une doublure à Bakayoko. Voilà, donc pour conclure, c'est très simple. Hein, le projet de Monaco actuellement stagne un peu et est un petit peu en difficulté. C'est mieux que l'année dernière, mais c'est pas du tout au rendez-vous par rapport aux objectifs annoncés par Petrov et la direction monégasque. Donc je vous ai parlé des joueurs, je vous ai parlé du mercato d'hiver et des points clés à travailler. Et puis maintenant, ça va être l'entraîneur. Voilà, le point de rouge, noir, le point le plus important à l'AS Monaco aujourd'hui, c'est l'entraîneur. Il est sur la sellette, c'est une évidence. Pour moi, personnellement, dans mon âme intérieure, je pense qu'il ne sera plus là en 2020. La déclaration de Petrov en est la parfaite illustration. Les résultats en sont la parfaite illustration. Le jeu en est la parfaite illustration. Et ce cycle Jardim est terminé depuis bien longtemps. Donc on a prolongé, on a continué avec lui. C'était une erreur. Je pense que les dirigeants maintenant l'ont bien compris. Et on parle de changement, on parle d'éviction dans quelques jours. Je pense que la semaine prochaine, on en saura un petit peu plus. Mais pour moi, je pense que Jardim va partir et qu'on va passer à quelque chose de nouveau. Il y a l'Europe à aller chercher, on peut encore le faire. Et je pense qu'avec une nouvelle philosophie, une nouvelle tactique, un nouvel engouement, des nouveaux choix, passera par un nouvel entraîneur. Alors il y a des très jolis noms qui sont annoncés du côté de Monaco. Hein, on en a noté 4, 5. On a noté, il y avait Julien Stéphan, il y avait Laurent Blanc, il y avait Marcelino, il y a eu Gallardo, j'ai même lu Pochettino. Je pense que les deux noms numéro 1 sont Laurent Blanc et Marcelino. Marcelino qui est un entraîneur espagnol qui a eu des résultats très très corrects dans les clubs dans lesquels il est passé en Espagne. C'est un adepte du 4-4-2. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être très très intéressant dans une nouvelle philosophie de jeu à Monaco avec les joueurs qu'il a, parce que l'effectif de Monaco est excellent. Et puis il y a Laurent Blanc. Laurent Blanc, on le connaît très très bien. Il a cartonné avec Bordeaux. Sous l'ère parisienne, c'était pas mal. Il a été sélectionneur de l'équipe de France, donc c'est quelqu'un qui a du métier, qui connaît le football et qui est français. Et je pense que c'est important d'avoir aussi un entraîneur français, notamment dans les conférences de presse, parce que je vous rappelle que les conférences de presse et les interviews de Leonardo Jardim sont toujours incompréhensibles. C'est très difficile de lire ces analyses. Alors, Jardim, c'est quelqu'un de très intelligent et très intéressant. Il connaît le football. Je ne critique pas l'homme, je ne critique pas son intelligence, tout ça. Voilà. Mais nous, en tant que spectateurs, en tant que supporters, c'est très difficile de lire les analyses de pré-match, d'après-match, les interviews, tout ça, c'est très compliqué. Et quand Thierry Henry était là, moi j'aimais beaucoup parce que c'était français, on comprenait ce qu'il voulait dire, et on était beaucoup plus attentif dans les visionnages de conférences de presse. Voilà. Donc Laurent Blanc, moi j'aimerais beaucoup. Est-ce qu'il viendra avec Monsieur Gasset, qui lui aussi est un fin connaisseur de football? Je ne sais pas. J'avais lu et entendu qu'il mettait un petit peu le foot de côté pour des problèmes personnels et familiaux. Donc je ne sais pas, il y a des réunions visiblement sur Monaco avec Laurent Blanc qui est en discussion. Marcelino aussi pourrait être le choix numéro 2 ou le choix numéro 1, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va bouger et on aura quelqu'un sûrement de nouveau sur le banc de Monaco en 2020. Voilà, donc je ne vais pas en faire plus, on a fait à peu près le tour. On est 7e au classement, on n'a plus que la Coupe de France à jouer. Et l'Europe est tout à fait possible, la Ligue des Champions est encore tout à fait possible, mais il va falloir repartir sur un nouveau cycle parce que l'ère Jardim, c'est vraiment trop faible. Voilà, je vous laisse. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes. Hein. Comme je vous l'ai dit, cette semaine, on est en plein dedans. Joyeux Noël à tous, bonne année, et puis peut-être que je referai une vidéo s'il y a un nouvel entraîneur. On verra. Allez, Dagemunegu, je vous embrasse et bonne fête à tout le monde.